Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox Series X, Windows 7 et Edge. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2020 et c'est l'épisode 173 de Lifetile. Ils sont nombreux avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe énorme. Bonsoir Cassim, tu es le seul ici présent ce soir et encore dans des conditions un petit peu particulières. Toujours. Oui, j'ai ma lumière qui a claqué, donc si vous regardez en vidéo, j'ai pas beaucoup de lumière, je vis dans l'ombre, je suis Shadow Cassim. Donc on va devoir financer le Patreon un petit peu plus pour offrir des ampoules à Cassim. Allez. Bon, je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver donc en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast. Donc c'est youtube.lifetile.fr pour nous retrouver. Si vous voulez nous écouter en audio, vous pouvez utiliser le flux RSS sur podcast.lifetile.fr. Et enfin, pour retrouver toutes les informations, vous utilisez le site internet lifetile.fr. Aujourd'hui, Cassim, un épisode, on change un petit peu le format, un petit peu, on fait ça entre nous deux, mais ça vous avez l'habitude. Mais on va faire un format plutôt discussion. On a un gros sujet, deux petites infos, enfin deux autres informations ensuite à côté. Donc ça va être un format assez court, enfin je sais pas, parce que la première partie va peut-être être un petit peu propice à la discussion. Je sais pas ce que tu en penses, Cassim. Je suis assez d'accord parce que c'est ce que je t'avais proposé quand on préparait l'émission, effectivement, de se centrer un peu sur trois. Il y a eu vraiment trois infos, trois annonces, et dont une qui a généré pas mal de débats sur Internet. Donc du coup, Oui. C'était intéressant d'en parler dans le podcast. Ok. Bon, bah écoute, je te propose d'attaquer juste après ce jingle sur le dossier. Alors pour commencer, Cassim, ce dossier dont on va parler, je crois qu'on peut le dire, ça va parler encore de Xbox. Tu nous avais annoncé une année 2020 centrée sur la Xbox et je pense que tu avais bien raison. Et on va parler aujourd'hui d'exclusivité. Moi j'ai préparé quelques questions, finalement j'ai pas trop préparé de réponses, mais entre ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur Internet déjà depuis quelques temps, les discussions que j'ai pu avoir avec toi, d'autres personnes, voilà, j'ai eu quelques questions et je voudrais savoir, Cassim, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, à nos spectateurs, ce que c'est qu'une exclue pour une console, s'il te plaît? Alors c'est effectivement un élément assez important, en particulier dans le milieu des consoles de jeux. C'est tout simplement quand un jeu historiquement ne sort que sur une seule plateforme ou une seule console de jeu plus précisément, parce que historiquement on avait plutôt une seule console de jeu Oui. par génération, et donc par exemple tout simplement c'est des jeux comme Death Stranding, Uncharted ou God of War par exemple sur PlayStation. C'est des jeux qui sont développés par Sony et qui ne sortent Oui. que sur PlayStation. Et chez Microsoft, c'est des jeux comme Halo, Gears of War ou Forza qui historiquement ne sortaient que sur Xbox, qui aujourd'hui, bon, la stratégie a un peu évolué, mais globalement sortent dans l'environnement Xbox. Donc c'est des jeux qui sont exclusifs à l'environnement Xbox. D'accord. Et Alors, l'idée, c'est de favoriser, bien sûr, c'est de pousser les joueurs à aller vers ton écosystème pour y trouver les jeux qui leur plaisent. Si tu es fan de God of War, bon, bah, tu es obligé d'acheter une PlayStation. C'est l'idée. d'accord. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu parles beaucoup d'écosystème finalement. Tu parles plus de console, mais voilà, tu emploies ce terme d'écosystème. Et alors pour PlayStation, je ne sais pas si ça a vraiment une incidence. Je connais assez peu, je connais assez peu le monde PlayStation. Je m'y intéresse pas, j'avoue. Côté Microsoft, finalement, côté Xbox, on a quand même la console, mais on a aussi le PC, notamment avec le Game Pass, qui a permis de mutualiser ces deux éléments, et la console et le PC, qui peuvent se compléter. Donc, chez Sony, il y a cette complémentarité des deux mondes, enfin, en dehors de la console. Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule console de jeu qui est effectivement la PlayStation. On pourrait évoquer la PlayStation Portable ou la PS Vita qui étaient des consoles portables où on retrouvait aussi leur licence, mais globalement, ça restait des machines à chaque fois PlayStation. Ils n'ont pas cette vocation ils n'ont pas eu cette vocation jusqu'à présent de lancer leur propre jeu sur PC, par exemple, pour D'accord. étendre l'écosystème. Et par exemple, le PlayStation Network n'est pas disponible sur PC. Alors, il y a deux éléments à préciser. C'est que, premièrement, ils ont le PlayStation Now, qui est leur service de streaming, donc, qui est lui disponible sur PC sous Windows,
Tu peux t'abonner pour une dizaine d'euros par mois et en fait, tu as accès à des jeux PlayStation, dont des exclusivités de la PlayStation en streaming depuis les serveurs de PlayStation. C'est l'équivalent de xCloud. Et l'autre élément, c'est que Sony est justement en train de modifier un peu sa stratégie là-dessus. On a appris pas plus tard que ce soir même, au moment où on enregistre, que d'une source assez fiable, qui est Jason Schreier, qui est un journaliste très réputé, il a indiqué que d'après ses sources, il y a des jeux PlayStation qui vont arriver sur PC. Donc Sony serait amené à plus tard à développer ces jeux sur PC comme Microsoft l'a fait. D'accord. Alors là, on a parlé de l'écosystème. Cassim, est-ce que tu pourrais me dire sur quelle machine, dans le monde Microsoft, sur quelle machine on va avoir des exclusivités? J'ai vu beaucoup de commentaires finalement assez... Je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris le sens de l'exclusivité ou qu'on ne le comprend pas de la même manière, qu'on n'entend pas exclusivité la même chose. Moi, je pense que je comprends exclusivité un petit peu dans le sens où toi tu le comprends. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire là pour le futur, là dans les, on va dire, allez, fin 2020-2021, qu'est-ce que ça sera les exclusivités dans le monde Xbox? Oui, effectivement, il y a eu une interview en fait de Matt Booty, le patron des studios Xbox en fait, qui a répondu à des questions de journalistes, et il y a des réponses en fait qu'il a apportées qui ont un peu apporté une confusion en tout cas chez certains, effectivement, sur la définition des exclusivités. En fait, il a expliqué que les jeux Xbox Game Studio, à partir de 2020 et pour l'année 2021 a priori, sortiront à la fois sur Xbox Series X, donc la prochaine console de Microsoft, et aussi sur Xbox One. Et ça, c'est tous les jeux qui sont concernés. Donc par exemple, Halo Infinite, ça avait déjà été annoncé, mais Halo Infinite sortira à la fois sur Series X, au lancement de la Series X, et en même temps sur Xbox One, et aussi sur PC. Donc ça a été interprété par certains comme ça veut dire que la Series X n'aura pas d'exclusivité, dans le sens où effectivement, tous les jeux de Microsoft qui sortiront sur Series X sortiront aussi sur Xbox One et sur PC. Donc fatalement, ça veut bien dire qu'effectivement, il n'y aura pas de jeu sur Series X que tu ne retrouverais pas sur d'autres consoles de jeux. Cela étant dit, ça reste c'est des jeux que tu ne retrouveras quand même que dans l'écosystème, exclusivement dans l'écosystème Xbox, et tu ne les retrouveras pas sur PlayStation. Je sais pas moi, Halo Infinite ne va pas sortir sur PlayStation 5 par exemple. Donc on ne va pas les retrouver, et même on peut imaginer qu'il sortira peut-être sur Steam, mais c'est pas encore sûr. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il sortira sur le Microsoft Store de Windows 10 et qu'il sera disponible dans le Game Pass pour PC. Donc, ça montre bien qu'on reste dans l'écosystème Xbox le plus possible. Et effectivement, après, il peut y avoir quelques exceptions ici ou là, des fois des jeux qui sortent sur Switch, comme on l'a vu comme Cuphead, par exemple, ou des jeux qui sortent peut-être des fois sur PlayStation, notamment Minecraft est disponible sur PlayStation, par exemple. Mais ça reste vraiment des exceptions. Et effectivement, là, on ne peut plus parler d'exclusivité pour ces titres-là précisément, mais 99% des jeux resteront des exclusivités à l'écosystème Xbox. Simplement, effectivement, il y a des jeux qui ne sortiront pas, qui sortiront à chaque fois sur Xbox Series X et sur Xbox One, je l'ai dit. Contrairement on parlait de Sony il y a 2 secondes, eux, ils ont bien dit, et on sait qu'il y aura des jeux qui ne sortiront que sur PlayStation 5. Ça veut aussi dire, il y a des pour et des contre dans ces stratégies. Ça veut aussi dire que, par exemple, si tu achètes une PlayStation 4 en juillet 2020, les jeux Sony qui sortiront en fin 2020 et début 2021 ne sortiront peut-être pas sur ta console parce que tu auras acheté une PlayStation 4 et que Sony sera passé à PlayStation 5. Parce que vraiment le sens de l'interview de Matt Booty, c'était vraiment de dire que lui, il voulait au contraire que si tu achètes une Xbox One, même là, quand tu en as acheté une, par exemple au Black Friday, parce qu'elle était à 99 € ou que tu l'achètes en promo tout au long de l'année, ils veulent que pendant 1 an, tant que tu l'achètes avant la série X, ils veulent qu'au moins pendant 1 an, tu aies des jeux Microsoft qui arrivent sur ta console, qui vraiment, pour pas que tu te sentes lésé par ton achat, quoi. D'accord. Ok, donc vraiment ce qu'il faut comprendre, quand chez Microsoft on parle d'exclusivité
Xbox, pas de Xbox Series X, pas de Xbox One, pas de Xbox PC, mais de Xbox tout court. Donc finalement, tous les clients Xbox bénéficient de ces exclusivités. Donc on est bien en exclusivité sur un écosystème. On est bien d'accord. C'est ça, pas sur une console précisément, un matériel précis, mais un écosystème large. Ok. Bon, alors, est-ce qu'il y a des avantages à n'avoir des exclus que sur une machine ou une génération de machines? On peut imaginer PlayStation, par exemple, qui va abandonner, comme tu le disais, enfin abandonner, qui ne va plus sortir les exclus sur les anciennes générations. Est-ce qu'il y a un avantage à ça, à n'avoir qu'une génération? Alors peut-être pour les clients d'abord, est-ce qu'il y a un avantage? Puis ensuite peut-être pour les développeurs, où là, il y aura peut-être une réponse différente. Alors, pour les clients, évidemment, il n'y a pas vraiment d'avantage précis à avoir un jeu qui ne sera pas disponible sur la console de quelqu'un d'autre. En gros, l'idée, c'est que du coup, pour avoir le jeu, tu seras obligé d'avoir une PlayStation 5. Donc, si tu n'as qu'une PlayStation 4 et que tu n'as pas forcément les moyens, par exemple, d'acheter une PlayStation 5, bah, tu n'as pas le droit au jeu. Donc, forcément, ce n'est pas quelque chose de très positif pour le consommateur, ceux qui n'auront pas de PlayStation 5 en tout cas, quoi. Donc, ça, c'est sûr et certain. Ouais. C'est l'inconvénient de se couper d'une génération comme ça. En revanche, là où je vais répondre aussi à ta deuxième question sur les développeurs. C'est là où finalement il y a eu un peu la clé du débat et ça a généré pas mal de frustration, je pense, chez beaucoup de monde. C'est que, alors il n'y a pas de réponse précise, mais on peut effectivement facilement imaginer que développer un jeu, si tu développes un jeu directement pour la PlayStation 5 ou pour la Xbox Series X sans du tout avoir à gérer le PC et encore plus la Xbox One qui se fait vieille, bah forcément, tu peux avoir plus de largesse pour développer le jeu comme tu le veux. Il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a d'une part, d'un côté, les graphismes. Ça, les graphismes, tu peux aujourd'hui avoir un jeu qui s'étend à plein de PC, à plein de machines. C'est pas un souci. Par exemple, je vais te prendre le cas d'un exemple. C'est The Witcher 3 qui est sorti sur Xbox One. Oui. Il est amélioré sur Xbox One X. Si tu as un PC haut de gamme, il est encore plus beau. Et il est aussi sorti sur Switch, où là, il est en mode portable assez dégradé, mais tu y joues en mode portable du coup. Donc c'est vraiment le même jeu qui a vraiment un large spectre de graphisme, soit très beau en 4K, machin, soit un peu moche sur Switch, mais dans tous les cas, c'est The Witcher 3, quoi. Donc sur les graphismes, tu peux adapter. L'autre élément, c'est là où tu peux pas adapter, c'est dans ce qu'on appelle le game design, c'est-à-dire la façon dont tu vas créer ton jeu. Et là, j'avais déjà pris un exemple dans les épisodes précédents, c'est le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui utilisent des temps de chargement cachés, ou par exemple dans Gears 5, il y en a, où ton personnage va d'un coup devoir se faufiler à travers une porte ou à travers un flanc de montagne ou quelque chose comme ça, où on va pas voir énormément de décors. Et en fait, souvent le personnage va être assez lent pendant ce mouvement-là, et ça va être très zoomé sur le personnage. En fait, bah, pendant qu'il fait ce mouvement-là, la console est en train de charger le niveau suivant, en fait, derrière. Elle est en train de charger ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne ou ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est une façon de cacher un temps de chargement. Et les prochaines consoles vont avoir des SSD et vont pouvoir se passer de ces temps de chargement. Du coup, si tu conçois un jeu parfaitement pour la série X et la PlayStation 5, tu peux zapper ce temps de chargement et tu n'auras pas besoin de cette porte, tu n'auras pas besoin de ce flanc de montagne. Donc tu conçois ton jeu différemment, tu le penses différemment. Et bah, c'est forcément, du coup, tu es obligé de penser à ce temps de chargement si tu dois faire un jeu qui s'adapte à plein de machines, en gros. Donc ça peut changer des choses pour créer un jeu, de devoir s'adapter à toutes les machines. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Cassim, pour ces éclaircissements. Donc, si je résume bien, finalement, pour le client, le fait de n'avoir des exclus que sur une génération, c'est quelque part le fait de se faire avoir, surtout si on vient d'acheter une console en fin de vie, enfin en fin de vie sur sa génération. Par contre, au niveau des développeurs, on a deux manières de voir. Soit ça permet vraiment de toucher tout le monde, mais ça ne permet pas en tout cas de bénéficier des dernières innovations qui sont spécifiques à la console. C'est ça. Alors que, voilà. Et alors, après, moi, je me demandais, est-ce qu'on peut imaginer que pour le même jeu sur une génération, par exemple, de Xbox One et une génération de Xbox Series X, est-ce qu'on pourrait imaginer deux développements en parallèle? Est-ce que ça peut valoir le coup ou est-ce que c'est vraiment trop gourmand financièrement et que c'est pas intéressant pour les studios en tout cas? Enfin, je sais pas, les studios Microsoft, c'est quand même des gros trucs, même comme les studios Sony. On pourrait imaginer que le studio développe deux versions du même jeu
pour l'ancienne génération, pour la nouvelle génération, ou moins dans les 2 premières années de sortie de vie de la dernière génération? Voilà, c'est une question. Est-ce que ça, tu as des réponses là-dessus ou au moins des hypothèses? Ton intuition, elle est bonne parce que c'est exactement ce qui s'était passé au lancement de la Xbox One. Il y avait des jeux comme par exemple Forza Horizon 2 qui étaient sortis à la fois sur Xbox One et sur Xbox 360, mais c'était 2 développements séparés. Ça avait permis justement aux développeurs de la version Xbox One de tirer pleinement parti de la version Xbox One, de pousser un peu plus les graphismes, pousser un peu plus l'intelligence artificielle, ce genre de choses, avec le fameux système de Drive Avatar où il va chercher le profil en gros de tes amis, par exemple, il va te les coller aux autres voitures concurrentes et ça te donne l'impression de jouer contre tes amis, même s'ils ne sont pas forcément devant leur console. Et tu avais sur 360, il me semble que la fonction était absente. En tout cas, c'était un développement qui était complètement différent. C'était développé par un autre studio. Le jeu partageait des choses en commun, hein, mais c'était vraiment 2 versions différentes. Alors ça, maintenant, il n'y aurait plus trop besoin parce que la Xbox One et la Xbox Series X sont toutes les deux, on l'a souvent dit, des PC en fait derrière. Donc c'est tellement proche que tu auras moins besoin. Je pense qu'ils peuvent se permettre de créer juste une version dont tu vas modifier les paramètres en fait pour s'adapter à telle ou telle console. Je pense pas par contre comme je disais, ça change vraiment de tirer parti des spécificités de la nouvelle console. Ça demande vraiment de repenser la façon dont tu vas créer le jeu. Et ce serait du coup vraiment trop différent. Ça deviendrait en fait 2 jeux différents à ce moment-là. De vraiment penser pour les deux consoles. Donc probablement que les jeux Xbox Series X, dans un premier temps, tireront pas entre guillemets pleinement partie de la console ou des spécificités de la console. Ça arrivera que dans un deuxième temps. D'ailleurs, je rappelle que quand même, juste dans son interview, il a juste parlé de la première année de la Xbox Series X. Oui, oui, oui. Donc c'est quelque chose d'assez court finalement. On parle d'une dizaine de jeux Xbox en fait. Enfin, je voulais aussi Studio Xbox. Oui, il faut préciser aussi que ça ne concerne que la politique éditoriale des studios Xbox. C'est-à-dire que, par exemple, Ubisoft peut très bien décider de lancer le prochain Assassin's Creed exclusivement sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X en abandonnant la Xbox One. Donc là, à ce moment-là, on aurait des jeux, entre guillemets, exclusifs à la nouvelle génération, même si disponibles sur 2 consoles. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment on parle de la politique de Microsoft à l'intérieur, quoi, des jeux Microsoft. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Bon. Toi, t'en penses quoi Mais moi, je me place vraiment du côté du client. J'ai une Xbox One S. Pour l'instant, elle marche très bien. Bon, à part, effectivement, le coup du SSD, je pourrais mettre un SSD à la place du disque dur, ça serait quand même quelque chose de sympa. Mais à part ça, je suis vraiment très content de ma console. Donc, dans un avenir proche, moi, je n'envisage pas de changer de console pour l'instant. Donc, je suis très content de pouvoir bénéficier encore de jeux d'exclusivité Xbox au sens large, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en tant que joueur, je suis respecté aussi. J'ai l'impression qu'on ne me prend pas pour un pigeon ou une vache à lait, et que j'ai acheté un appareil de l'écosystème Xbox et que je vais pouvoir continuer à l'utiliser, en tout cas, dans l'optique de ce que propose Microsoft. C'est vrai que ça nous change de ce qu'on a connu avec les Windows Phone, hein. Si on veut faire une analogie, enfin au moins une comparaison, on n'a pas du tout la même expérience, on n'a pas l'impression d'être considéré de la même manière. Voilà, enfin, moi je trouve qu'au niveau politique éditorial, c'est très bien. Est-ce que tu imaginais acheter une Xbox Series X, toi, à la fin de l'année, par exemple? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je suis pas un hardcore gamer. Ouais, bien sûr. Voilà, moi, si tu veux, je joue à Assassin's Creed sur ma console. Je joue à quoi je joue je sais pas beaucoup Assassin's Creed en fait sur ma console. Après, sinon, j'ai mon PC sur lequel je joue à d'autres jeux. Et donc, j'ai pas forcément besoin de changer de console maintenant. Et puis, moi, il y a un truc quand même qui me refroidit, c'est je veux une console qui soit mon centre multimédia de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, alors le coup de l'HDMI in, à la rigueur, ça peut passer si je passe sur un ampli home cinéma, peut-être que je peux, bref, bidouiller mon truc. Mais en tout cas, je veux un lecteur de disque physique. Je veux un lecteur de disque média, de lecteur de Blu-ray DVD, parce que j'en ai besoin. Et voilà, donc pour l'instant, ma Xbox One S fera très bien l'affaire, encore, je l'espère, plusieurs années. D'accord. Et toi, tu switches ou pas encore? Alors j'avais prévu normalement oui, enfin a priori j'avais prévu de switcher. Alors parce que moi j'ai pas une One S, j'ai une Xbox One de 2013 oui, toi, qui la première commence génération. un peu à tirer la langue et voilà.
qui se fait vieille. Mais du coup, donc j'avais un peu prévu de passer au truc, passer à la next gen. Effectivement, après, là, l'annonce de Microsoft me fait, on verra. En fait, je vais voir vraiment selon le prix de la console, c'est ce qui me fera trancher ou pas. Parce qu'effectivement, vu que les jeux, en plus déjà sortent sur PC, que j'ai un PC qui est relativement qui fait tourner les jeux sans être ultra puissant, il fait tourner les jeux en tout cas, et il marche bien quoi. Et du coup, je pense que je peux me permettre d'attendre si jamais par exemple le prix est trop élevé ou quoi. Après, voilà, je comptais y passer. Enfin, moi, je suis abonné pour 20 000 ans au Game Pass, donc tu as tout intérêt c'est ça. à rester sur l'écosystème Microsoft. C'est ça. Ok. Bon, mais ça marche. Bon, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. D'ailleurs, on parlait du Game Pass. Oui, on parlait du Game Pass, mais juste quand même, je voudrais conclure sur ce côté exclusivité. Moi, je pense que, enfin, d'abord, c'est bête que certains journalistes ou pseudo-journalistes tech se limitent à porter en vérité ce qu'a annoncé Microsoft pour ses studios et uniquement ses studios. D'abord, et en plus, je trouve que c'est au contraire une action à saluer de la part de Microsoft qui prend en compte ses clients. Alors oui, la première année, on n'aura peut-être pas des jeux qui bénéficient des dernières technos de la série X. Bon, ok, soit, mais au moins tout le monde peut bénéficier des jeux. Bon, moi, je trouve ça plutôt bien. Donc vraiment, c'est mon avis. Donc Cassim, tu parlais de jeux, de Game Pass, et je crois qu'on va parler d'entrée et de sortie. Là, c'est le va-et-vient. Ouais, là c'est vraiment parce que alors il y a eu, c'était aujourd'hui, ça a été annoncé. Il y a eu d'abord les jeux qui allaient partir, donc ils ont annoncé. C'est quand même des gros jeux. Hein. J'ai plus de lumière. Oui. Ah oui, c'est parce que je suis sur Windows Remets ton Central et que il est en mode sombre. Voilà, hop, je mets en mode clair le site. Ça me fait un éclairage. Donc alors c'est des gros jeux qui vont sortir du Game Pass. C'est d'abord The Division. Oui. Alors le 1, pas le 2. Ouais, le 1. Middle-earth Shadow of Mordor, donc un jeu du Seigneur des Anneaux. Resident Evil 4, bon, lui, il se fait assez vieux. Saints Row the Third et Tomb Raider, donc la première. Edition, si Ouais, voilà, le premier épisode de la trilogie. Ouais. Donc effectivement, le Definitive Edition. Et du coup, c'est quand même 5 jeux. Alors, ils sont pas très très récents, effectivement, mais c'est quand même 5 jeux assez populaires, quoi. Assez importants. Tomb Raider, Resident Evil, c'est des licences qui parlent, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Surtout que, alors je suis content que Microsoft annonce à l'avance les jeux qui sortent, mais ils le font un petit peu au dernier moment quand même, dans la mesure où là c'est des jeux qui vont par exemple disparaître au 1er février, donc dans une quinzaine de jours. Et 15 jours pour de visu quand tu viens, par exemple, j'imagine que tu viens de commencer Tomb Raider, ça fait un petit peu light si tu joues pas comme un taré tous les soirs à ton jeu. Ça fait un peu light pour le finir avant qu'il disparaisse. 2 semaines Après, voilà, 2 semaines, je trouve ça un peu court. Je préférerais qu'ils préviennent un mois à l'avance, par exemple. Après, c'est bien qu'ils préviennent. Hein, mais... Après, si tu veux, en étant abonné au Game Pass, tu as quand même le droit à des réductions sur le jeu. Donc, si vraiment tu es un aficionados, tu peux acheter le jeu. C'est vrai. Si vraiment tu tiens à le poursuivre. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Mais voilà, c'était le petit bémol. Mais sinon, effectivement, tu as raison. Et par contre, en revanche, ils ont annoncé l'arrivée de nouveaux jeux. Alors, il y a d'abord Children of Morta qui, lui, arrive dès aujourd'hui. Il est disponible, là, ça y est, à la fois sur console et sur PC. Donc, sur les 2 Game Pass. Lui, c'est un. Alors, les 3, de toute façon, les 3, c'est des jeux plutôt indépendants ou en tout cas pas des gros titres. C'est donc Children of Morta qui est assez populaire, qui est un RPG, action RPG, vue 2D, un peu pixelisé, voilà. Il y a surtout, je voulais mentionner A Plague Tale Innocence, qui est le plus gros jeu des 3. Alors là, je passe du coup sur le Xbox Game Pass PC. Ils n'ont pas encore annoncé les jeux qui sortiraient sur console. Ça se trouve, d'ici à ce que vous écoutez cet épisode, il sera disponible sur le Game Pass pour console. Je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, c'est que sur PC en tout cas qu'il est annoncé. Et c'est un jeu développé par Asobo Studio, le studio bordelais. C'est ceux qui s'occupent de Flight Simulator pour Microsoft. Et c'est pas le dernier des studios. C'est pas le dernier des studios. Surtout, Plague Tale Innocence avait vraiment eu du succès l'année dernière. Quand il est sorti, il était édité par Focus cette fois, Focus Interactive et pas Microsoft. C'est un petit jeu, un jeu quand même assez ambitieux en termes de graphisme, etc. Mais un jeu très narratif où vous allez devoir
Il me semble que ça se passe à l'époque de la peste, en gros. Il va falloir faire survivre. Vu le nom, oui, c'est possible. Oui, effectivement, oui, bien vu. Je me disais bien qu'il me disait quelque chose. Bref, et vous allez devoir faire survivre, je crois, un frère et une sœur, en fait, qui vont devoir vivre une aventure, en fait, narrative à travers cette peste. Et ça a vraiment été très bien reçu, donc je vous le conseille vivement. Et le dernier, c'est Gris, qui est aussi un jeu, alors lui, vraiment indépendant, qui, pareil, avait été très très bien reçu l'année dernière. Il était notamment sorti sur Switch et il avait vraiment eu du succès. Donc, je vous conseille de jeter un œil. En tout cas, je n'y ai pas joué, donc je ne saurais pas forcément vous le décrire exactement. Mais en gros, voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans l'application Game Pass quand ce sera Et de regarder disponible peut-être les vidéos et de regarder. Ouais. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Je crois qu'on a fait le tour sur cette partie Xbox. Oui. Bon, On aura le temps d'en allez. reparler. Oui, on aura le temps d'en reparler d'ici au mois de novembre. Donc, fermons ce dossier et après le jingle, les news et rumeurs. Alors, pour ces news et rumeurs, on a deux actualités sur lesquelles nous allons revenir. Actualité dont on a déjà... Enfin, non, dont on a déjà un petit peu parlé, mais dont on va un petit peu plus parler en profondeur aujourd'hui. Tout d'abord, Cassim, aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier. Je crois que le 14 janvier signait la fin d'un système d'exploitation, en tout cas la fin de sa prise en charge par son éditeur. C'est Windows 7 qui tirait sa révérence après, si je dis pas de bêtises, une 11e année de service, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, Il était normalement. sorti en 2009, il me semble. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est 2009, l'année de sortie de Windows 7, effectivement. Donc, 11 ans de service. Il était temps qu'il prenne sa retraite. Il est quand même sorti avant Windows 8 et donc avant l'ère des tablettes PC et tout. Enfin, ça remonte à longtemps, quoi. C'est À vieux. l'époque, les netbooks étaient en vogue, ces mini PC à 300 euros Et qui avançait pas. et qui avançaient pas, mais qui étaient très très populaires en tout cas. En tout cas, qui se mettait facilement dans un sac. Effectivement. Et donc ça ne nous rajeunit pas. Là, Microsoft il l'avait déjà annoncé, mais là, c'est rentré en effet, c'est la fin du support de Windows 7 pour la très grande majorité des utilisateurs, puisque il propose quand même, encore une fois, aux entreprises une sorte de service supplémentaire. Si certains grands groupes, par exemple, payent Microsoft, ils auront le droit à quelques mises à jour supplémentaires de sécurité. Mais l'ensemble des utilisateurs, l'essentiel des utilisateurs, et nous, en gros, on n'aura plus le droit aux mises à jour de sécurité pour Windows 7. Ça veut dire qu'à partir d'avant-hier, à l'heure où on enregistre, s'il y a une faille de sécurité qui est découverte dans Windows 7, Microsoft ne devrait pas la corriger, sauf exception très rare. Mais a priori, Oui, on a pas vu le cas avec Windows XP. Hein. C'est Il y ça. avait eu une faille de sécurité qui avait été corrigée, un gros truc. C'est ça. Mais Ouais. d'une manière générale, elles seront plus corrigées. D'une manière générale, Microsoft ne va plus conseiller, enfin, va conseiller à tout le monde de passer à Windows 10 et à ne surtout plus utiliser Windows 7. Et on va surtout être d'accord avec eux. Enfin, toute la presse, d'une manière générale, va être d'accord avec eux. Ne faut pas rester sur un OS qui est plus pris en charge par son éditeur, quoi. Oui, oui, oui. Justement, on parlait de la presse qui recommandait de ne plus utiliser Windows 7 maintenant que c'est un OS qui n'était plus supporté. Qu'est-ce qu'on peut voir comme problème? Alors, au niveau du système d'exploitation en lui-même, tu as parlé des failles de sécurité, Cassim. Est-ce que, à part les failles de sécurité, est-ce qu'on peut avoir un autre problème au niveau du système d'exploitation? Moi, je fais l'hypothèse que non, mais peut-être que tu vas me contredire. Alors, au niveau du système lui-même, pas forcément. Je te dirais que dans les mois et les années à venir, il va y avoir deux choses qui vont arriver. D'une part, il n'y aura plus de nouveaux pilotes pour les Oui. nouveaux matériels et du coup, le nouveau matériel ne sera plus forcément compatible avec Windows 7. Et d'autre part, les éditeurs vont petit à petit annoncer la fin de leur support aussi pour les logiciels à destination de Windows 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Steam ou Google Chrome seront plus mis à jour sur Windows 7. Alors, dans le cas de Google Chrome, ils ont d'ores et déjà annoncé que le support sera étendu jusqu'en 2021, jusqu'au 15 juillet 2021 très précisément. Il y aura des mises à jour de Google Chrome, mais ça montre bien, tu vois, ils ont déjà commencé à prévoir la fin du support sur ce système. Donc,
il y aura de plus en plus de logiciels qui ne seront plus à jour ou qui ne seront plus proposés sur Windows 7. D'accord. Alors, Cassim, au niveau OS, tu nous en as parlé. Au niveau antivirus, est-ce qu'on peut imaginer que les antivirus fonctionnent correctement, antivirus pare-feu, ce genre d'engin, notamment ceux qui sont intégrés à Windows? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir les utiliser? Est-ce qu'ils seront à jour? Alors, normalement, j'ai un doute sur l'antivirus de Microsoft, mais normalement, ils vont également. Alors, du côté de Microsoft, ça sera plus supporté également dans Windows 7. En revanche, les antivirus tiers, à mon avis, vont continuer à être supportés pendant un petit moment. Ça veut pas, après, ça fera pas forcément de miracle concernant les failles de sécurité. C'est pas un antivirus qui va combler les failles de sécurité d'un OS, quoi, en gros. Tout à fait. C'est pas les mêmes choses. Donc, ça fera pas forcément de miracle. Bon, voilà, ce sera une solution temporaire si on a encore Windows 7. Ok. Question de navigateur. Alors, tu as déjà répondu à propos de Chrome, disant qu'il serait supporté jusqu'au 15 juillet 2021. Chose assez amusante, Oui. c'est que Microsoft met à jour son navigateur Edge et propose une nouvelle version de Edge dont on parlera tout à l'heure, mais elle arrive aussi sur Windows 7. Donc Windows 7 mourant voit arriver un navigateur tout neuf. Je trouve ça assez... Oui, alors en Comment plus, dire, c'est le je ne sais lendemain. pas. C'est marrant, c'est le C'est lendemain ça. de la fin de Windows 7. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que faut se souvenir que Edge n'est jamais sorti sur Windows 7. C'est-à-dire que même sur Windows 8, Edge est exclusif à Windows 10 Tout à fait. jusqu'au 15 janvier. Edge était exclusif à Windows 10. Windows 7 est resté bloqué sur Internet Explorer. Alors, je ne sais plus si c'était 9 ou s'il avait quand même eu des mises à jour vers 11. Ok. Ah, le 7, pardon, je sais pas. Le 7, je sais pas. Je ne sais pas si Windows 7 avait eu des mises à jour de Internet Explorer. En tout cas, il était encore bloqué sur Internet Explorer, ça c'est sûr. Et du coup, comme tu le disais, donc le nouveau Microsoft Edge, ce qu'on appelle le nouveau Microsoft Edge sur Windows 10, mais qui est le juste Microsoft Edge du coup sur Windows 7, puisque c'est la première fois qu'il l'a, arrive sur Windows 7, donc le navigateur qui est basé sur Chromium. Et comme je l'ai dit, Google a annoncé que Chrome arrivait, son support serait étendu jusqu'au 15 juillet. Microsoft a réagi en indiquant que du coup, le Edge qui est basé sur Chromium serait lui aussi supporté pendant un an et demi, là, sur Windows 7 du coup. D'accord. Donc c'était assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo du coup effectivement que le navigateur soit encore mis à jour. C'est ça. Voilà. Après, on a peut-être Firefox aussi, Opera, Vivaldi, ce genre de navigateurs qui pourront encore être utilisés. Mais pareil, pour un temps limité. J'imagine que Firefox va aussi arrêter le support de Windows 7 d'ici quelques mois. C'est ça. En fait, tout va dépendre de la vitesse à laquelle les parts de marché de Windows 7 vont vraiment dégringoler. C'est ce qui décidera les éditeurs à plus ou moins rapidement terminer le support de Windows 7. Ok. Bon, alors au niveau des fonctionnalités, on sait que Microsoft ne rajoutera pas de fonctionnalités à Windows 7, de toute façon l'OS est abandonné. Donc ça c'est fait. En conclusion, Cassim, mon Windows 7, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette? Je jette mon ordinateur ou je mets à jour? Alors, si votre PC peut faire tourner Windows 10 et que l'expérience est bonne ou quoi, faites-le. Mettez à jour gratuitement Windows 10, honnêtement, c'est la meilleure solution. C'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Vous avez des tutos sur les très bons sites internet en France qui vous proposent des tutos pour passer gratuitement à Windows 10. Cassim, on peut le dire. Hein. C'est pas très compliqué. Vous allez télécharger le Media Creation Tool sur le site de Microsoft et hop là, c'est parti. Oui, c'est vraiment très facile. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Microsoft fait encore la publicité dans Windows 7 pour vraiment cliquer sur le bouton de téléchargement. Mais en tout cas, oui, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site de Windows 10, télécharger la mise à jour. Ça s'installe. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas réinstaller Windows 10. C'est-à-dire que pour s'activer gratuitement, il a besoin que vous ayez Windows 7 à la base sur votre machine. C'est ça qui va faire la transition vers Windows 10 de façon gratuite. Donc ça marche très bien. Mais si votre PC est trop vieux par exemple, pour être compatible avec Windows 10 ou pour par exemple justement les netbooks, je crois qu'il y a certains netbooks qui ne sont pas compatibles avec Windows 10, puisque le matériel requis pour Windows 10 est un peu plus élevé que celui pour Windows 7. À ce moment-là, je vous conseillerais de vous tourner vers une distribution Linux tout simplement. Je pense que ça vaut mieux que de continuer à utiliser Windows 7
dans une version pas supportée. En tout cas, c'est le conseil vraiment sérieux qu'on peut vous donner. Après, chacun chacun est face à sa machine. En fonction de ses possibilités. Voilà, et de ce qu'il aime. Après, si vous faites très attention et que, je sais pas, après, c'est difficile de dire, hein, ou si la machine est tout le temps hors ligne, etc., peut-être que c'est pas si grave que pour les failles de sécurité, mais c'est pas ce que je pourrais vous conseiller. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment soit passer à Windows 10, soit installer une version de Linux, une distribution Linux qui sera mise à jour. Après, ça peut être intéressant pour les gens qui ont une tour ou quelque chose comme ça, peut-être d'investir soit dans un SSD et peut-être une carte graphique, parce que moi je sais, j'ai passé des vieilles machines qui dataient de 2007 sur Windows 10, et souvent c'est la carte graphique qui n'était pas acceptée par Windows 10. Donc pour 30 balles, j'ai changé la carte graphique et j'ai une machine qui tourne. Alors après, j'ai aussi changé le SSD, j'ai mis un SSD en plus du disque à plateau, mais bon voilà, coût de l'opération 50 €, allez, entre 50 et 60 €, et j'ai des machines qui tournent vachement bien pour des machines de 12 ans. Et franchement, pour une petite utilisation, en tout cas bureautique de base, ça marche très très bien. Donc peut-être un petit investissement de 50-60 € pourrait permettre à certains d'entre vous de continuer à utiliser votre machine en passant à Windows 10. Surtout le SSD aussi, ça fait des miracles en termes de... Ah bah oui. Ça fait des miracles en termes de fluidité, vitesse. de vitesse d'ouverture de Windows, etc. C'est vraiment des miracles. C'est ça. Moi, je pourrais pas retourner à une machine avec un disque dur. Bien sûr. Vous trouvez des SSD de 100-120 gigas pour 20-25 € maintenant, voire moins. Voire moins. En plus, il y a toujours des promos. Enfin, les promos sont très très régulières sur les SSD. Ça coûte plus grand chose. Un SSD les petits en tout cas. Oui, les petits pour le stockage. Même en montant le budget jusqu'à 100 €. Enfin, à 100 €, on a des SSD de 1 Teraoctet. Donc vous imaginez bien qu'en baissant le budget, on a quand même des SSD assez généreux pour pas trop cher, quoi. Autour des 40 €, on a du 500 gigas. Ouais, maintenant, oui. Donc ça a bien baissé. Voilà. Ok, donc on va quitter Windows 7 et puis on a déjà parlé un petit peu de ce nouveau navigateur. Hier, on était le 15 janvier et un nouveau navigateur est arrivé officiellement sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7, 8.1 et Windows 10. C'est New Edge, le nouveau Edge, en tout cas pour Windows 10. Alors, New Edge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce dont on vous parle déjà depuis plusieurs semaines. C'était quand la sortie? C'était... avant l'été, non? La sortie de Edge en bêta? Ouais, ça devait être un petit peu avant l'été, je l'ai plus en tête là, mais c'était un petit peu avant l'été. Je me rappelle en tout cas que c'était fin 2018 que Microsoft a quand même annoncé leur passage à ce nouveau navigateur. Oui. Après, il y avait eu plusieurs mois où ils l'avaient développé en interne. Après, la première bêta avait fuité. Enfin bref, après on l'avait installé. Il y a eu plusieurs mois de bêta, comme tu viens de le dire. Et là, la sortie, donc c'est la version stable. Alors, ce que ça veut dire, c'est déjà que c'est la première version vraiment qui est ni bêta ni dev et qui ne va pas envoyer, par exemple, automatiquement des données de diagnostic, de télémétrie à Microsoft, puisque c'est la version stable. C'est pas une version insider. Et c'est une version qui est disponible du coup sur... alors disons-le, on l'a dit sur Windows 7, mais aussi sur Windows 8 et Windows 10, mais aussi sur Mac. Et accessoirement sur Android et iOS, mais c'est pas vraiment le même navigateur. Et qui arrive normalement sur Linux aussi. Normalement, il arrive sur Linux. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Et il y a la version... alors, c'est pas la version stable, mais la version ARM est passée en bêta. Oui, c'est vrai. Ouais, ou bêta 2, je ne sais plus. Enfin, elle arrive et normalement, elle va bien fonctionner. Alors, pour information, moi, je sais que c'est mon nouveau navigateur que j'utilise quasiment depuis la sortie de la version bêta. J'ai dû continuer à utiliser le Edge classique pendant un mois, mais finalement j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai même plus sur mon bureau. J'ai plus de raccourcis et j'ai Edge en dev et en Canary. J'ai pas utilisé Edge en version stable par contre, ça je l'ai pas, je sais même pas si mon PC l'a installé. Faudrait que je regarde. Mais c'est un système, alors je ne sais pas parce qu'il est basé sur Chromium, s'il est très stable, je ne sais pas si c'est grâce aux équipes de Microsoft, mais en tout cas ça marche très bien, et j'en suis ravi, quoi. Vraiment très 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 peu de plantage. Mais Cassim, moi je voulais savoir, Edge, c'est pour tout le monde maintenant ou encore faut des personnes particulières? Alors,
Maintenant, au moment où vous allez écouter cette Maintenant. émission et au moment où on l'enregistre, c'est encore pour des personnes particulières parce que ils n'ont pas encore tout à fait commencé le déploiement. Là, c'est vraiment, il faut encore aller sur le site officiel de Edge, tu le télécharges et il s'installe. Cela dit, la version stable, quand tu la télécharges et que tu l'installes, elle remplace Edge, le Edge de base de Windows 10, l'ancienne version, Oui. ce qui s'appelle maintenant ce qui s'appelle Microsoft Edge hérité en français ou Legacy en anglais. Ouais. On appréciera la traduction. Donc en tout cas, elle est remplacée, quasiment désinstallée, enfin elle est remplacée en tout cas par ce nouveau Edge quand tu installes la version stable. Ouais. Après, ils annoncent d'ores et déjà que dans les semaines à venir, le déploiement va commencer et donc automatiquement, le nouveau Edge va venir remplacer, avec sa fameuse nouvelle icône, va venir remplacer l'ancienne version. D'accord. Donc ce sera progressif. Il n'y a pas encore de précision exactement sur le délai de déploiement, mais ils ont annoncé que ce serait dans les semaines à venir et que ce serait très progressif. Ok. Alors moi j'avais prévu la question de te demander comment ça se passe, mais tu nous l'as dit, ça va être automatique. C'est Microsoft qui va lancer les mises à jour à distance. Et que en entreprise. Oui, il n'y a que les entreprises. Alors attends, ça c'est ma question 4, ça. Ah bah excuse-moi. Trop vite. Comment on s'en aperçoit? Tu l'as dit également, on a la nouvelle icône, alors qui ressemble un petit peu à une vague. C'est dans une vague, on a du vert, du bleu, voilà. On aime, on aime C'est pas. pas un E en tout cas. Ouais, enfin c'est un peu faut le arrondi vouloir. entre le C et le. Bon, je sais pas. Faut Bref, le vouloir peu quoi importe. pour voir un E. C'est ça. Je vous mettrai le logo à l'image pour ceux qui regardent la version vidéo. Vous pourrez vous faire votre idée. Donc ma question, est-ce que on peut refuser, Cassim, d'installer cette nouvelle version stable de Edge basée sur Chromium si vraiment on est allergique aux produits Google, parce qu'on sait que Chromium a quand même, c'est un peu développé par Google, entre autres, est-ce qu'on peut refuser ça? Eh bien, malheureusement, non, on ne peut pas. En tout cas, tout ce qui est grand public, nous, en gros, on ne va pas pouvoir refuser. Il n'y a que les entreprises qui ont le choix encore de pouvoir le refuser. Même eux, je crois que dans ce cas-là, ce sera vraiment juste l'ancienne version restera et la nouvelle version viendra juste s'installer en parallèle de l'ancienne version. Donc même eux, ça va être limité. D'une manière générale, non, va falloir y passer. Cela étant dit, c'est un faux problème parce que ouais, j'imagine vraiment personne ne pas vouloir passer à la nouvelle version de Edge. Et effectivement, si tu es effrayé par la base Chromium, mais à ce moment-là, installe Firefox quoi, où tu l'as probablement déjà fait. Oui, sûrement. Mais non, il n'est vraiment pas. Oui, Je pense à notre camarade Étienne sur le Slack qui est vraiment réfractaire, je crois, encore à ça. Mais alors du coup, vraiment, en fait, passer à une alternative, c'est pas grave si Edge, c'est pas parce qu'il s'installe que tu es obligé de l'utiliser. Ok, ça marche. Alors, Cassim, est-ce que c'est mieux d'utiliser ce nouveau Edge que l'ancien Edge? Alors, oui, moi je le trouve beaucoup plus stable, plus efficace, mais est-ce que tu peux essayer, Cassim, de nous rappeler quels avantages on peut y retrouver, si avantages il y a? Alors pour moi, les gros avantages, alors déjà, je trouve infiniment plus stable que l'ancienne version de Edge, ça c'est le premier point, où chaque onglet se déplace individuellement. C'est pas en déplaçant un onglet, tu fais pas planter la fenêtre ou que sais-je. Ça, j'ai jamais planté comme ça, mais bon. Bref, peu importe, en tout cas, la nouvelle version, elle est très stable. Ça, c'est le premier point, mais ça, c'est j'ai envie de dire encore heureux en 2020 à la limite. Le deuxième point, qui est très intéressant, c'est les extensions. Et comme il est basé sur Chromium, il est totalement, mais alors vraiment totalement compatible. Et désolé, mon avis était un thème sombre, donc je passe dans le noir. Les extensions sont totalement compatibles avec Google Chrome. Alors, ce qui veut dire que par défaut, on peut aller télécharger des applications chez Microsoft. Il y a quelques extensions à télécharger, mais surtout, on peut aller sur le Chrome Web Store. La première fois, il nous fait cocher une option pour dire qu'on autorise à installer des extensions depuis le Chrome Web Store. Une fois que c'est fait, on a vraiment toutes les extensions qui existent pour Chrome, et il y en a quand même pas mal qui existent et qu'on peut aller télécharger et installer directement sur Edge, et on se retrouve avec un Edge assez complet. Je dirais que c'est les deux gros avantages que j'y vois pour le moment, là, aujourd'hui. À terme, je penserai à deux choses. J'ai quand même l'impression qu'il est plus fluide que Chrome et mieux optimisé. Et l'autre chose, c'est que je pressens qu'il va moins consommer. Alors, je ne sais pas si c'est déjà vrai aujourd'hui,
mais à terme, en tout cas, je pressens qu'il consommera moins d'énergie et qu'il sera mieux optimisé dans le système. D'accord. Ouais. Alors, Est-ce que il me toi, tu vois semble. d'autres choses? Ben justement, moi je pensais aux collections. Alors, je ne sais pas si elles sont arrivées dans la version stable, justement. Non. Tu me fais signe non de la tête. Voilà, donc les collections, vous pouvez mettre plusieurs onglets. Ah, en fait, on retrouve un petit peu les sets que Windows avait, enfin Microsoft avait présenté pour je ne sais plus quelle version de Windows, peut-être la 18.03 ou 18.09, qui finalement, les sets ont été abandonnés. Donc on peut déjà retrouver tout cet assemblage d'onglets. Alors, c'est pas vraiment des favoris, c'est organisé par, vous pouvez l'organiser comme vous voulez, par thématique, par utilisation. Bon, il y a ça qui est pas mal. On a le lecteur de PDF qui est plutôt pas mal. Par contre, il me semble qu'il y a des choses que l'on a perdues par rapport à Edge Legacy, le vieux Edge, l'ancêtre Edge. Et je pense notamment, Cassim, à la lecture des e-pubs. Le vieux Edge lisait les e-pubs, on pouvait annoter au stylet, à la souris, ce que l'on voulait dans les e-pubs, et ça, c'est une fonctionnalité que l'on a perdue. Alors, on se demande si en gros chez Microsoft, on utilise les e-pubs dans le navigateur, peut-être pas. Et on a décidé que c'était pas la peine d'ajouter cette fonctionnalité. Je pense qu'il doit y avoir un user voice, Cassim, sur Edge, et puis si les utilisateurs veulent que leur navigateur prenne en charge les e-pubs, je pense qu'il suffit de bien lancer cette demande de prise en charge des e-pubs dans le user voice. Et peut-être qu'avec un peu de chance, ça pourra arriver, si les utilisateurs le demandent. Mais sinon, je vois pas d'autres pertes. Alors moi j'en ai trouvé une autre, Ah, oui, une autre pour l'instant. Alors une perte et un truc qui manque encore en tout cas. ouais. Alors premièrement la perte, alors c'est peut-être que chez moi, mais moi et c'est assez précis. Netflix n'arrive pas à tourner en 4K sur mon navigateur. Alors il faut savoir que alors c'est très très précis, je suis d'accord, mais il faut savoir que c'était jusque-là une exclusivité de Edge en fait. Tout OS Oui. confondu. Ni Safari, ni Firefox, ni Chrome ne sont capables de faire tourner Netflix en 4K. Il y avait Ah, vraiment mais moi, que ma connexion Edge. non plus. D'accord, certes. Mais en tout cas, il y avait que. Alors après, cela dit, Netflix, ça demande pas une. Enfin, la 4K demande chez Netflix est plutôt bien optimisée, ne demande pas un si gros débit que ça. Un bon débit, certes, mais pas un si gros débit que ça. Ouais, mais j'ai pas Euh, d'écran 4K, alors ça sert à rien. non, moi non plus. Mais, euh, Ouais, tu voyais en théorie, c'est mais une tu voyais. fonctionnalité qui disparaît. En tout cas, c'est une fonction que moi, j'ai pas. Alors, il Oui. continue de faire la pub pour sur la page de Edge, mais moi, j'ai pas réussi à la retrouver en tout cas. Donc ça, c'est un petit bémol. Peut-être ça arrivera dans les mises à jour à venir. L'autre élément que je voulais mentionner, c'était la synchronisation de comptes, qui est encore très partielle. C'est une fonctionnalité qui permet à travers son compte Microsoft de synchroniser un certain nombre de choses Mhm. entre les Edge de ces différents appareils, entre ces différents PC d'un côté, puis peut-être aussi les smartphones si vous utilisez Edge sur Android ou iOS. Actuellement, tu peux synchroniser un certain nombre d'éléments. Je les ai plus en tête. C'est par Les exemple comptes les, d'utilisateurs, les mots de passe, tout ça, c'est synchronisé. ouais, les favoris, Euh, les paramètres, mais oui, pas les extensions, pas l'historique et surtout pas les onglets ouverts qui est un truc qui est assez pratique dans c'est vrai. Chrome. Et que pour l'instant on retrouve pas du coup sur ce nouveau Edge. Je trouvais ça un peu dommage que, enfin c'est vraiment quand je l'utilisais en bêta, tu vois, c'était écrit coming soon, ça arrive bientôt, machin, c'est grisé, tu peux pas synchroniser. J'imaginais qu'ils auraient ça de près pour la version stable, tu vois. J'ai trouvé ça un Ouais, peu ouais, dommage. je vois, ouais. Après, Ouais, ouais. je vais tempérer mes deux bémols en disant que une autre grosse nouveauté qu'on n'a pas mentionnée pour ce Edge par rapport à l'ancien Edge, c'est que Microsoft va le mettre à jour très 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 régulièrement avec une nouvelle version stable a priori tous les 1 mois et demi. Alors que la version Canary, par contre, elle est mise à jour plusieurs fois par semaine, je crois, normalement. En tout cas, il y a vraiment des mises à jour très 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 régulières de Edge sur les versions bêta. Sur la version stable, ce sera tous les 1 mois et demi environ. Tous les C'est jours quasiment. Ouais, voilà, donc c'est beaucoup plus régulier que l'ancien Edge qui était synchronisé sur les mises à jour de Windows et qui avait besoin d'attendre du coup 6 mois, voire un an pour avoir des nouvelles fonctionnalités, quoi. Ah oui. Ben, pour ce qui concerne Canary, c'est tous les jours. La version de dev, c'est 2 fois par semaine, quasiment.
Voilà, donc on voit des nouveautés puis qui arrivent sans apporter de préjudice à l'utilisateur, hein. Donc vraiment, c'est super pratique à utiliser. Donc c'est vrai que tous les deux, Cassim, je pense qu'on recommande Edge en conclusion. Vous pouvez aller sur ce nouveau Edge, les yeux fermés, quoi. Ouais, ça vaut au moins le coup de le tester, je dirais. Puis moi, alors après, dernier avantage, mais c'est parce que je suis complètement maniaque. Ça veut dire que toutes mes nouvelles machines, j'ai plus à installer de navigateur. Alors j'utilisais Chrome pour le boulot notamment parce que on en avait besoin. J'ai plus besoin, quoi. J'ai viré Chrome et j'ai installé le nouveau Edge et j'aurais plus besoin à l'avenir d'installer de navigateurs tiers autres que celui de Windows 10, quoi. D'accord. Au moins, c'est plus pratique et puis ça te prend un petit peu moins de place. Allez, un petit Firefox quand même parce qu'ils ont besoin de parts de marché, il faut les soutenir. C'est vrai. Ouais, je pense que s'il y a un navigateur à soutenir, c'est celui-là parce qu'il propose une réelle alternative après ce qui se fait. Et je pense que c'est bien d'avoir autre chose que ce moteur de Chromium, même s'il est bien. Voilà. Donc moi, je garde les deux, c'est mes deux navigateurs. Je suis d'accord. Bon. Cassim, je crois qu'on a fait le tour finalement, un épisode à 2, on est déjà quasiment à 50 minutes d'enregistrement, ça fait pas mal, je pensais pas qu'on ferait aussi long. Bravo. Mais c'est parce que je suis là, toujours une vraie Non, mais je pense qu'on a pu avoir un échange où on a pu essayer de développer un petit peu ce qu'on avait vu dans l'actualité. Voilà. Donc je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu nous apporter ce soir. Merci à toi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 174. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur le Slack de Lifestyle. D'ailleurs, si vous devez nous retrouver, vous envoyez un petit message à contact@lifestyle.fr et vous nous demandez tout simplement à rentrer sur le Slack et on vous enverra une invitation. Cassim, merci encore d'avoir été présent. Une pensée à tous nos camarades qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Salut.